Claire Delfaux, je suis professeure de géographie rurale, et je dirige un laboratoire de recherche pluridisciplinaire qui associe des historiens et des géographes, ainsi que des enseignants-chercheurs en sciences sociales de l'ISARA, qui est une école supérieure d'agriculture à Lyon. Ce laboratoire s'appelle Laboratoire d'études rurales. Alors, donc, moi j'avais... je ne sais pas si ça va être avec brio et conviction, mais conviction sûrement. Donc une commande qui était un peu de regarder ce qu'est la culture en milieu rural, et au prisme à la fois de la coopération, mais aussi des innovations. Alors, une première innovation, hein, enfin en tout cas quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et mon idée, c'est aussi de montrer que effectivement la culture en milieu rural, c'est pas seulement une culture patrimoniale, nostalgique, voilà, il y a plein de choses. Donc peut-être quelques éléments de définition et d'enjeux dans les espaces ruraux, hein. Une première donnée forte, et qui quand même moule un petit peu, ou en tout cas est assez déterminante dans la question de culture en milieu rural, c'est l'idée d'un territoire de faible densité relative. Et nous, quand on considère espace rural, les spécialistes du rural, on va dire, on y met les petites villes également, qui sont des lieux aussi importants en termes de centralité, notamment pour la culture. Donc, un territoire aussi dont, en fait, en termes de gouvernance, les contours ont fortement évolué, notamment depuis la loi NOTRe, et qui a pu poser un certain nombre de questions. On a parlé ce matin de liens entre le département et les intercommunalités, mais la loi NOTRe a engagé la fusion de beaucoup d'intercommunalités, et dont certaines qu'on appelle XXL, hein, avec une ville moyenne et qui compte une centaine de communes. Donc c'est pas toujours facile non plus de penser une politique entre une ville moyenne et une série de communes qui peuvent être éloignées parfois à 3 quarts d'heure, 1 heure de voiture de la ville moyenne. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on parle de ruralité ou de campagne, mais ces ruralités, elles sont très différentes. Proximité, éloignement d'une ville, dynamique importante de pratiques amateurs associatives, des campagnes un petit peu plus vieilles, des campagnes plus jeunes, attractives, touristiques, enfin, etc. On peut trouver une grande diversité. Donc c'est toujours un peu difficile aussi de parler de façon générale. Alors je vous avais juste mis cela parce que c'est comme une sorte de victoire, hein, pour les spécialistes du rural, que la nouvelle définition de l'INSEE des espaces ruraux, qui ne sont plus présentés comme des espaces qui ne sont pas des espaces urbains, donc en creux, mais en soi, donc avec une définition qui est reprise donc aussi à l'échelle européenne, donc de territoires très denses, densité intermédiaire et peu dense. Et en France, on a ajouté très peu dense. Et si on voit cette carte, on se rend compte que, puisqu'on parlait de politique d'aménagement, eh bien, en termes d'espace ou de territoire, c'est loin d'être négligeable. Pour vous montrer que l'image des territoires ruraux change, on n'est plus dans peut-être, c'est vrai, depuis les années 2000, on parle de désir de campagne, mais c'était une campagne un peu patrimonialisée, un peu imaginée, on l'associait beaucoup au patrimoine. Aujourd'hui, la ruralité, on l'associe à un territoire plus peut-être des possibles, des alternatives, où on peut avoir aussi des projets de vie. Alors, c'est une vision positive. Il y a aussi des travaux de sociologues qui montrent que la ruralité, elle peut être aussi captive, qu'on a des publics captifs, et qui c'est pas toujours positif pour tout le monde.
Alors, quelques particularités rapidement. Ce qui caractérise les espaces ruraux, c'est le fait qu'on a peu de grands équipements structurants. Il en existe, mais il y en a peu. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de grands équipements qu'il n'y a pas de dynamique culturelle. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est vrai, il y a beaucoup de lieux patrimoniaux, aussi bien patrimoine bâti, on va dire, que aussi des musées du patrimoine. Mais ne pas oublier, quand on parle de patrimoine, l'importance du patrimoine immatériel. Et Raphaël, tu as parlé de savoir-faire. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Dans les lieux importants, et vous êtes, c'est des rencontres des départements, évidemment, il y a le maillage des bibliothèques qui joue un rôle fondamental dans ces territoires. Et puis, dans les territoires ruraux, il y a aussi des artistes, certains qui y habitaient depuis longtemps, certains qui viennent y habiter, y créer et diffuser, avec les trois en même temps ou juste un. Ou deux. Et puis surtout, on en a parlé ce matin aussi, toujours, l'importance des pratiques amateurs, qui est quelque chose de vraiment vivant en milieu rural. Je pense au théâtre amateur, par exemple. On a parlé de schémas d'enseignement de la musique, mais je pense aussi à tout ce qui est... alors, suivant les régions, on les appelle différemment. Et je vais peut-être être dans les clichés, mais dans certains espaces, sont encore vivants. Les harmonies, les fanfares, par exemple. Et ça, on est vraiment au cœur des pratiques amateurs. Alors, dans ces spécificités qu'on peut aller ou considérer comme de l'innovation, et je parle de rénovation de l'itinérance. L'itinérance, on n'arrête pas d'en parler aujourd'hui, en particulier toutes les politiques publiques en direction des espaces ruraux. Hein, on est dans l'allée vert, on a des maisons France Service, dans des camping-cars, etc. Donc voilà. Mais elle existe depuis très longtemps en milieu rural, mais fait l'objet de nouvelles formes, de nouvelles attentions, ou en tout cas d'un renouveau d'intérêt de la part aussi du ministère de la Culture, etc., mais aussi des acteurs culturels. Et je pense notamment, par exemple, au cinéma itinérant qui existe depuis longtemps en milieu rural, qui se redéveloppe, qui sont regroupés dans une association depuis 2011, par exemple, des associations aussi comme le City. Donc, un renouveau et une rénovation. Enfin, je parle de rénovation parce que ça prend aussi beaucoup de nouvelles formes et suscite pas mal d'innovations. Alors, c'est aussi des entreprises culturelles, par exemple, des librairies itinérantes. On a pu citer aussi des librairies ou des bibliothèques à vélo. Je citerai le MUMO que vous connaissez tous et qui joue un rôle important dans les territoires ruraux. Et puis des projets individuels, par exemple, voilà, je pars dans mon typographe et pour vivre à la fois en itinérance et créer. Donc avec différentes formes d'itinérance, soit avec un lieu fixe, sans lieu fixe, et puis voilà, cela me semble intéressant et on pourrait, je pense, essayer de travailler, de regarder. Rénovation de l'itinérance, eh bien ici je vous ai mis un exemple d'un festival itinérant qui fonctionnait tous les 2 ans, qui s'appelle La Voix des colporteurs, donc à côté de Bourg-en-Bresse, parce que j'habite Bourg-en-Bresse, donc c'est plus facile. Dans le Revermont, c'est l'avant-pays, c'est le sud du Jura et le Jura des Plateaux. Et quelques jeunes qui ont commencé par initier ce festival il y a quelques années, qui a eu une période de coupure, qui est aujourd'hui, qui a été relancé très fortement cet été. Et l'intérêt, je trouve, c'est que
d'un festival d'itinérance, on a aujourd'hui toute une réflexion sur le développement local, quel avenir on veut pour notre territoire, et des actions permanentes sur ce territoire désormais. Pas seulement le festival tous les 2 ans. Et un engagement très fort. Voilà. Alors, autre caractéristique typique des territoires ruraux, c'est la multifonctionnalité des lieux. Et outre la multifonctionnalité des lieux, aussi de la culture, des spectacles culturels, des actions culturelles qui sont dans des lieux qui ne sont pas forcément dédiés à la culture. Donc dans des lieux patrimoniaux, c'est classique, mais on peut trouver aussi des concerts sur une rivière. Il y a beaucoup de choses aussi dans les Alpes, autour des refuges, par exemple. Et peut-être à plus petite échelle, on va dire, des actions culturelles qui sont conduites dans les jardins. Donc tu as associé culture et jardin. Et bien là, on a, par exemple, et chez les particuliers, donc tout un village où il y a des expositions de sculptures, peintures, chez les particuliers du village, dans les jardins, ou un festival qui s'appelle Art au Jardin. Le jardin est à la mode, donc devient aussi un lieu de culture et où on peut parler transition. Multifonctionnalité des lieux, c'est aussi des lieux eux-mêmes dédiés à la culture. Je pense notamment aux médiathèques qui jouent justement un rôle important, qui peuvent être des lieux d'exposition, des lieux de conférences, des lieux de projection, de théâtre pour certains. Donc elles jouent vraiment ce rôle de multiplicité de fonctions, multifonctionnalité, on va dire, culturelle. Et au-delà aujourd'hui, mais je pense que je ne vous apprends rien, ces bibliothèques sont aussi des lieux où on offre d'autres services que des services strictement culturels. Et puis, des équipements, comme peut-être celui d'ici, où j'ai vu qu'il y avait aussi de l'accueil d'enfants, eh bien, qui sont à la fois bibliothèques, lieu de spectacle vivant, office de tourisme, etc. Donc vous avez un lieu culturel avec le kayak en Haute-Loire. Aussi, ce qui me paraît important, c'est, comme on le voit, c'est la création de grands équipements culturels dans des petites villes. Et on voit aujourd'hui, il y a toute une thématique en politique publique, tu as parlé des métropoles, mais une attention forte à l'aménagement, ou en tout cas au développement dans les petites villes, avec les politiques petites villes de demain, très axées commerce, etc., mais où on peut aussi réfléchir à la culture et donc revenir sur ici des politiques microfolie. Ça, c'est Saint-Jean-d'Angély avec un grand équipement culturel aussi pour à la fois donner une autre image, bien entendu, mais aussi offrir de la culture dans des territoires, dans ces petites villes et les territoires ruraux environnants. Et on est dans des lieux nouveaux, mais aussi plurifonctionnels, avec ici une commune nouvelle qui est Microfolie, qui est aussi tiers-lieu, mais où on trouve la mairie, France Service, etc. Et puis, nouveaux lieux qui sont aussi portés, non pas par des collectivités territoriales, mais par des individus. Et une caractéristique aussi qui me paraît forte de la culture en milieu rural, c'est le poids des initiatives privées qui s'appuient parfois sur des associations. Et ici, une association, c'est 3 femmes qui sont installées dans, encore une fois, la Bresse, dans une zone où on n'est pas dans le périurbain, on n'est pas dans des dynamiques démographiques, et qui ont commencé par insuffler un peu de dynamique associative, culturelle. Et aujourd'hui, c'est un espace de vie sociale
qui accueille aussi des résidences d'artistes, réfléchit, comme on le voit là, au futur, qu'est-ce que aussi ces transitions, comment vivre ensemble dans ce territoire. Quelques autres innovations et questions qui sont plus innovantes que ça aujourd'hui, bien reprises, par exemple un festival dans des granges, et ce qui est dit aussi de cette culture et des acteurs culturels en termes de peut-être différence, c'est les liens au public. C'est-à-dire peut-être que comme on est dans d'autres lieux, souvent des lieux plus petits, plus petites jauges, le rapport au public peut être différent. Ce que l'on a pu constater aussi sur un temps plus long, c'est que c'est souvent en milieu rural que certaines disciplines artistiques qui étaient boudées ou en tout cas reléguées aux enfants, comme les marionnettes, les contes, ont retrouvé aussi une certaine noblesse en passant par le rural. Voilà. Parce que c'était des petites salles et puis on n'était pas dans des lieux étiquetés telle ou telle discipline. Coopération. La coopération entre la ville et la campagne, elle est ancienne. On pense au théâtre qui, depuis longtemps, sont allés aussi dans les campagnes, mais elle se renouvelle et je pense, pour ma part, qu'on ne doit pas l'étudier comme on parle de plus en plus de coopération entre urbain et rural, avec aussi des conventions, des contrats. Ne pas le penser la ville qui va aller aider l'espace rural, mais bien en termes d'échanges et d'apports réciproques. Alors, ça, c'est un point important. Et donc, ne pas seulement réfléchir en termes de centralité, de ce qu'offre la ville aux habitants, mais bien toujours cette idée d'échange. Et puis, des coopérations, c'est aussi des équipements culturels, je veux dire des équipements labellisés, par exemple, comme des centres culturels de rencontre, qui ont pu, pour certains, et à certains moments, fonctionner peut-être un peu comme des isolats dans leur territoire, avec tout un réseau. Aujourd'hui, ont cette fonction importante aussi de s'ancrer, de travailler avec les habitants, et pas seulement au moment d'un festival, par exemple, mais de travailler toute l'année, on parlait de mémoire avec les habitants, aussi restituer les récits territoriaux, réfléchir à l'écologie, l'environnement. Donc ici, c'est l'abbaye d'Ambronay qui est connue pour le festival d'art baroque. Les coopérations, elles sont aussi dans des nouveaux lieux, aussi portées par des initiatives de nouveaux habitants ou pas de nouveaux habitants, dans des territoires ruraux. Et je pense ici à une initiative qui s'appelle Polymorph Corp, donc c'est extrait de leur site internet, et je trouve que on est parti plutôt d'une réflexion sur la culture, mais vous voyez que c'est un projet total, et je pense qu'il répond parfaitement à ce que tu voulais dire, Raphaël. Il y a des résidences artistiques, il y a une revue, il y a des stages, un festival, des chantiers participatifs, un jardin, et une réflexion aussi sur l'agriculture, l'alimentation. Donc c'est un marché avec des ventes en circuit court aussi, dans l'Allier, donc dans une zone où on n'est pas dans du rural de très forte densité. Des coopérations, on peut les penser entre acteurs et entre territoires. Ici, alors c'est un festival du soir, de théâtre, qui a une renommée importante, qui se fait dans une ferme bressane qui est donc classée monument historique, qui a été rachetée par une communauté de communes qui ensuite a fusionné avec une communauté d'agglomération, mais portée très fortement par une association de défense, une association patrimoniale, etc. Et ce festival, il est porté par une compagnie qui est à cheval sur ce festival, sur un théâtre dans le département voisin. Et donc, on a plusieurs départements, plusieurs régions qui, du coup, vont coopérer via
cette compagnie qui intervient en différents lieux, d'une certaine façon. Et puis la coopération, elle est aussi parce que lors de ce festival, eh bien, le libraire indépendant de la ville moyenne d'à côté vient aussi vendre ses livres, etc. Donc pour moi, il y a cette idée de coopération et qui peut aller encore plus loin, si vous voulez, parce que autour de cette ferme, il y a eu l'installation d'une nouvelle exploitation agricole sur la volaille AOP, un chemin qui présente des jardins, de la biodiversité domestique sur les arbres, etc. Donc il y a tout un travail qui se fait et qui illustre de multiples coopérations. Des coopérations entre acteurs, eh bien, on pourrait citer celle aussi, peut-être plus inattendue, alors peut-être pas en ville, mais en milieu rural, entre un hôpital psychiatrique original qui s'appelle plus, on n'appelle plus ça hôpital psychiatrique, à Laragne, donc dans le département des Hautes-Alpes, et qui est dans une zone où on a de faible densité, difficulté d'accès à la médecine, etc. Et une petite ville, Laragne, où il y a beaucoup de pauvreté. Et donc, finalement, peu d'accès aussi à la culture et aux loisirs. Et cet hôpital qui a une chapelle qui a été construite dans les années 50, de type un peu en béton, etc., travaille à la fois avec le parc naturel régional pour essayer de valoriser cette chapelle, mais travaille aussi, puisque cet hôpital est un territoire un espace très très vaste, et beaucoup de locaux qui ne sont pas complètement utilisés, travaille aussi avec les écoles, fait des résidences d'artistes. Donc, vous voyez, il joue ce rôle aussi d'ouverture à la culture et en même temps, avec l'idée d'une réflexion sur cette ouverture à la culture, c'est aussi une façon d'essayer de répondre à un besoin d'une population locale en situation de pauvreté, précarité, mais aussi de rendre plus attractif une zone où on est en désert médical. Et puis, des coopérations, on va passer à une autre échelle, autour du patrimoine culturel immatériel alimentaire alpin. Alors là, c'est particulièrement intéressant, original. On est parti d'un projet Interreg, donc entre régions européennes, avec un parc naturel régional, le parc des Bauges, la région Lombardie, le Val d'Aoste, une région suisse aussi, et slovaque. Et de ce projet Interreg sur la valorisation du patrimoine alimentaire est née aujourd'hui une volonté de faire reconnaître par l'UNESCO l'alimentation, le patrimoine alimentaire alpin. Tout un travail désormais sur l'ensemble du massif des Alpes. Donc on n'est plus sur quelques acteurs dans le cadre d'Interreg. On va sur les Alpes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est toute cette réflexion autour du patrimoine alimentaire alpin n'est pas une réflexion sur on va collecter les anciennes recettes, les anciennes variétés, mais c'est bien aussi on va construire du développement, réfléchir à travailler avec des commerçants, avec des designers, avec des gens du marketing pour trouver de nouveaux produits à partir d'anciennes productions agricoles. Donc il y a toute une effervescence importante. Et puis je pourrais évoquer après peut-être d'autres éléments. Je vous remercie.